Salut Sophie! Salut Florian! Et bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du Courrier de la Sterne. Et aujourd'hui on parle de Gigis. Non, de Gigis. Non, de Gigis. Je sais plus comment ça se prononce. En tout cas, on parle d'un oiseau très intéressant dans cet épisode. Comment ça se prononce à ton avis, Sophie? Alors là... tu me poses une colle là, j'en sais rien. Tu vas me dire white turn. Ah oui, effectivement, white turn, mais... Oui, bon, enfin là c'est un peu de la triche. Comment ça va, Sophie? Ben ça va. T'as plein d'observations d'oiseaux aujourd'hui, donc c'est intéressant. Et puis bah, pour une fois, on a eu un peu de pluie, donc le jardin est content. Voilà. Ah, Et toi? fantastique. Eh ben écoute, ça va bien. Un petit peu malade comme tu peux peut-être l'entendre, mais ça va aller. Bon, c'est très faible. On va parler du succès reproducteur, donc du coup de cet oiseau dont t'aiera le nom. Et succès reproducteur aussi, toi aussi, puisqu'on va parler du manchot du Cap, c'est ça? Exactement, du manchot du Cap, dont on a déjà parlé plusieurs fois d'ailleurs. Hein. Mais Et bon. c'était un de nos tout premiers sujets, d'ailleurs, le manchot du Cap. Je sais pas si tu t'en rappelles. Évidemment, et c'était sur la reconnaissance visuelle des manchots du Cap grâce à l'intelligence artificielle. Les photos, je sais pas si tu t'en souviens toi. Si, je m'en souviens. Tu t'en souviens, ouais, voilà. Évidemment. Bon, du coup, si vous ne vous en souvenez pas, et ben allez voir nos premiers épisodes sur la chaîne. Évidemment, je ne sais plus quel numéro c'était. Bon, 17 ou 18, je pense que c'est un des tout premiers qu'on a fait ensemble. Hein. C'est possible. Ah ouais. Oh, dis-toi 17 ou 18, alors que là, on approche des 90. Hey et deuxième saison, en plus. Hein. et troisième saison, même, avec cette nouvelle direction artistique et plein d'autres choses. Et dans le plein d'autres choses, il y a la rétrospective. Et oui. On va commencer donc avec quelques petites news à vous donner. Je vais vous parler d'un petit papier sur de la surveillance d'oiseaux, et notamment de la surveillance de nids, de buses variables et d'autour des palombes. Donc ça pourrait intéresser notamment certaines associations qui nous écoutent, puisque c'est de la surveillance par drone qui a été réalisée. Et deux choses intéressantes. Il faut dire que le drone apparemment ne gêne pas les oiseaux lors de la nidification. Ça, c'est un premier point. D'accord. Et le second point, c'est que l'utilisation de drones permet d'être plus précis dans le nombre de juvéniles qui sont au nid. Ah, parce qu'on peut prendre des photos du coup. Exactement, et surtout on peut les voir de beaucoup plus près que si on monte à l'arbre, on pourrait déranger l'oiseau. Oui. Voilà, donc pour le coup, là on est sur... on va dire une étude qui peut faire date dans le sens où quand on parlait d'utilisation de drones avant, on parlait surtout d'utilisation qui pourrait gêner les oiseaux, et on est en train de se rendre compte finalement que c'est peut-être pas tellement le cas. Mais alors je m'interroge parce que quand même le son que ça fait un drone, ça fait du bruit, hein, c'est pas... Je suis d'accord avec toi, j'ai pas pu malheureusement consulter l'étude puisque celle-ci n'est pas en accès libre sur internet, donc malheureusement je n'ai pas pu rentrer plus dans les détails, mais on a quand même des drones qui sont aujourd'hui de plus en plus perfectionnés aujourd'hui. On avait même parlé dans un ancien épisode d'oiseaux qui étaient en forme de drone justement, et qui pouvaient être utilisés à des fins militaires, je ne sais pas si tu t'en souviens. Oui. Donc visiblement on a l'air quand même d'avoir des drones qui sont de plus en plus perfectionnés et donc qui font de moins en moins de bruit. Et ça c'est bien. Et ça c'est cool. Mm-hmm. Et toi Sophie, qu'est-ce que tu nous racontes de beau? Et moi je vais vous parler des pinsons de Darwin, avec un article qui est paru dans Science la semaine dernière je crois. Oh. Et oui, mais alors un article qui enfonce pas mal de portes ouvertes, donc c'est pour ça que c'est pas mon sujet principal aujourd'hui. Et je pense qu'il est paru dans Science uniquement parce que il y avait marqué le nom Darwin's Finches, donc les pinsons de Darwin, et que ça évidemment ça vous ouvre toutes les portes très rapidement. Et en gros cet article, alors le seul truc qu'ils ont fait qui a été un petit peu intéressant, c'est que ils ont essayé grâce à l'intelligence artificielle et à plusieurs autres publications qui avaient été faites précédemment, hein, ils sont basés sur de la recherche qui avait déjà été faite. Ils ont réussi à essayer d'imaginer le chant d'une espèce de pinson de Darwin d'ici
quelques temps après plusieurs événements de sécheresse qui risquent d'arriver d'ici peu. Et on sait que lorsque ces événements de sécheresse arrivent, les oiseaux qui ont déjà un bec assez gros finissent par avoir des becs plus gros finalement pour s'adapter au changement climatique, parce que les plantes qui résistent le mieux sont les plantes qui vont avoir des grosses graines, et donc des grosses plantes, et donc il va falloir un plus gros bec pour les manger. Ce qui semble logique. Et donc là ils se sont dit le truc, c'est que lorsqu'on a un plus gros bec, et la chanson de l'oiseau, enfin le chant de l'oiseau va devenir un peu différent, parce que tu peux pas faire les mêmes notes dans ces cas-là, c'est logique, c'est physique. Et t'es un peu moins... c'est moins facile de faire des trilles. c'est plus un petit oiseau avec un petit bec tout fin qui va pouvoir vous chanter une jolie mélodie, ça va être un gros oiseau avec un gros bec bien gros, qui va plus pouvoir faire les mêmes notes. Donc grâce à l'intelligence artificielle, ils ont pu imaginer le chant de ces oiseaux après 2, 3, 6 événements de sécheresse, et ils ont fait écouter ça à des pinsons de la population actuelle, et pour voir si jamais ils pouvaient reconnaître ces chants qui étaient modifiés. Et sans surprise, non. Parce qu'évidemment, ces chants qui ont été modifiés, c'est pas le leur, hein. Ce n'est plus le leur en tous les cas. Et donc c'est ce qu'ils ont appelé un épisode de spéciation, et en l'occurrence de spéciation écologique, qui est un peu un terme fourre-tout dans lequel on a tendance à mettre un peu tout et n'importe quoi, ce qui fait que pour moi cette publication n'est pas non plus le must. Mais bon, le coup de arriver à prédire le chant d'un oiseau après quelques événements de sécheresse, ça peut être marrant. Donc voilà, à mentionner, c'est intéressant, mais j'en ferai pas un sujet entier. Nous, on va reparler d'un sujet qu'on avait déjà évoqué dans le courrier de la Sterne, et pourtant il y a une étude qui est sortie très très récemment. C'est Perrine Lequitte-Charansol qui a sorti son étude. Elle est sortie dans Science Reports, absolument, c'est pas mal, ça. Qui consistait, on le rappelle, à mesurer la mortalité des jeunes corneilles lors du confinement en 2020. Voilà. Et donc, bien cette étude, elle est sortie dans Science Reports. Vous pouvez la retrouver, et elle est en accès gratuit, donc vous pouvez entièrement la consulter, et vous verrez qu'il y a beaucoup plus d'informations que les quelques bribes que Perry nous avait raconté. Normal, hein, on avait échangé qu'une petite heure ensemble sur les corneilles parisiennes. N'hésitez pas à aller donc lire cet article si vous voulez en savoir plus. Grosso modo, les jeunes corneilles ont vu leur mortalité multipliée par 4 lors des confinements de 2020 et de 2021, quand les corneilles qui étaient les plus âgées, les plus expérimentées, elles, ont eu beaucoup plus de facilité à survivre ce confinement, puisque ces corneilles-là étaient habituées à avoir de la nourriture beaucoup plus facilement de la main de l'homme, entre guillemets, mais en tout cas récupérer les déchets humains. Et comme on était en plein confinement, c'était moins le cas. Il y avait moins de monde. Il y avait moins de monde, et donc voilà. Étude donc qui est sortie, et pour l'épisode de Perrine, vous le retrouverez également dans le flux de podcast du courrier de la Sterne. Et on la félicite évidemment. Et on la félicite bien sûr, on félicite aussi Frédéric Giguet, qui est aussi le co-auteur de cette étude. Une autre information, Sophie ? Eh bien oui, figure-toi que moi quand je me balade, j'aime bien savoir un peu ce que je vois comme plantes et puis comme bébêtes, et du coup j'ai trouvé des applications mobiles pour ça, et notamment il y en a une que je vous conseille de tester pour les plantes, qui est une application qui aide, qui a une sorte de science participative, parce qu'en fait, les informations que vous allez rentrer dans cette application vont être envoyées à des labos français qui travaillent sur la biologie végétale, et qui vont pouvoir travailler sur la répartition des espèces végétales. Alors, c'est pas exactement sur les oiseaux, mais bon, ça touche au monde naturel, et je trouvais que c'était intéressant. Le nom de cette petite application, ça s'appelle PlanteNet, c'est tout à fait gratuit, et ça peut vous aider à identifier ce que vous avez dans votre jardin aussi, si vous êtes un amateur jardinier. Exactement, voilà. C'est le BirdNet des plantes. Exactement. Et PlanteNet est le et le BirdNet des oiseaux. Et si vous voulez savoir la même chose pour les oiseaux, il y a aussi des applications gratuites, notamment iNaturalist, que je vous conseille, qui est pas mal du tout, et qui vous aide à identifier les oiseaux aussi sur votre portable. Voilà. Absolument, voilà.
Je sais pas si par contre les datas qui sont récupérées sur ces applications sont utilisées après pour la recherche. Elles sont réutilisées par Faune France. Je crois qu'elles sont transmises directement au Muséum d'Histoire Naturelle, si je ne dis pas de bêtises. Et si vous voulez reconnaître l'oiseau par le chant, vous avez BirdNet qui fonctionne pas trop mal, à condition évidemment de ne pas parler pendant l'enregistrement. Sinon, l'application va détecter voix humaine possible. Voilà. Ça sent le vécu. T'imagines pas. Ça sent le vécu pour toutes les personnes qui utilisent l'application. Ah, mais clairement. Allez, je termine moi de mon côté par teaser le prochain épisode du Courrier de la Sterne qui sera particulier, Sophie. Puisque on a appris il y a quelques jours la révision de la Clemens Checklist, qui est en gros une des listes qui est utilisée pour classer les différentes espèces. Alors, pour vous donner un petit aperçu, 128 nouvelles espèces vont être rajoutées par rapport à la dernière révision, 11 145 espèces d'oiseaux existantes dans le monde, ce qui est absolument fantastique. Et on a quelques surprises comme le goéland argenté. Vous savez, le goéland que vous côtoyez près des côtes, qui vous pique parfois votre sandwich. Lui va être divisé en 4 espèces. Voilà. Il y aura 4 espèces différentes de goélands argentés. Le goéland d'Amérique, le goéland argenté classique, le goéland de Mongolie et le goéland de La Vega, m'avait dit Victor sur Internet. Mais on aura l'occasion d'y revenir un petit peu plus en détail, Sophie, puisque, comme j'ai dit, épisode particulier la semaine prochaine sur la classification des oiseaux. Exactement. Et ça va être un événement à ne pas manquer. Alors, viendez nombreux. On va parler spéciation, évidemment, on va parler classification des oiseaux, on va parler des nouvelles espèces d'oiseaux qui ont été décrites et on va vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, donc n'hésitez pas à venir. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ? Non, je pense qu'on peut commencer avec les sujets, si ça te va. Eh bien, on va commencer effectivement par parler du manchot du Cap et d'artificialisation des nids, c'est ça ? Exactement. Cool. Artificialisation des nids de la main de l'homme, évidemment. C'est pas le manchot qui s'amuse à sortir sa petite pelle et sa truelle, là, et puis qui met du béton autour de son nid. Dîner spectacle du jardinier, moi je m'attends à tout après. Hein. Oui, c'est vrai que j'ai commencé entre ça, le coup des vautours, et... Ah oui, cette année, j'ai fait fort, je pense. Incroyable. Bon, en tout cas... On va repartir chez le manchot du Cap, un oiseau que je connais quand même plutôt bien, parce que en l'occurrence, ces nids artificiels, c'est moi qui ai dit à les construire au début, quand on a commencé à les mettre en place en 2016. Et notamment la dernière version du nid artificiel, parce qu'il y en a eu plusieurs. Okay. Alors comment ça se passe, et qu'est-ce que c'est que tout ce bazar ? Alors en l'occurrence, vous n'êtes pas sans savoir que le manchot africain, donc oui, il y a un manchot en Afrique, hein, pour ceux qui ne le savent pas. Ça peut paraître curieux, mais il y en a un, notamment sur les côtes du sud de l'Afrique, donc autour de l'Afrique du Sud, un petit peu jusqu'à la Namibie pour certains. Et ce manchot africain est en danger critique d'extinction parce que, évidemment, le nombre de couples diminue chaque année, donc il y a des tas de problèmes, que ce soit des soucis de nourriture, parce qu'évidemment, entre la pêche à outrance autour des îles sur lesquelles il se reproduit, et puis les changements des courants océaniques, c'est toujours un petit peu difficile pour lui de se nourrir, et puis il y a aussi tous les problèmes de prédateurs, et puis du coup il y a eu un problème de nid, vu qu'on avait retiré tout le guano de ces îles, on en avait parlé dans un autre épisode à un moment. Absolument. Et que du coup, oui, il ne pouvait plus construire ses terriers et faire ses nids dans le guano des îles sur lesquelles il se reproduit normalement. Et donc tout ça a conduit à des tentatives de sauvegarde de l'oiseau en question, parce que on a essayé de lui construire des nids artificiels pour qu'il puisse se reproduire quand même. Parce que le problème, c'est que quand on met un manchot comme ça et sur une île où il n'y a plus de guano pour creuser pour qu'il puisse se construire son terrier, ça veut dire que les petits vont rester à l'air libre et ils vont rester à la merci des prédateurs, mais aussi des conditions climatiques, hein, parce que le soleil c'est pareil, ça peut faire cramer les œufs ou les poussins. Et puis c'est un problème, hein, mine de rien. Donc
il y a eu plusieurs événements de création de nids pour aider ce manchot. Les premiers ont été des nids qui ont été faits en bois. C'est une sorte de tipi. Hein. C'est un peu les trucs, d'ailleurs, si vous êtes assez familier des endroits où on garde des rapaces, vous verrez ce qu'on appelle des tipis, qui sont en fait des sortes de constructions. C'est un petit truc en bois tout simple sous lequel l'oiseau peut s'abriter. Okay. Et oui, c'est un truc, une entrée en triangle. Hein. C'est vraiment tout simple, très basique. Donc ça, c'était le premier type de nid qui avait été installé il y a déjà une vingtaine d'années. Ensuite, ils ont fait des nids en ciment ou en béton qui étaient des simples demi-buses, en fait. Si vous voyez les buses qui servent à faire passer les tuyaux d'eau, les câbles, etc. Bah ça, c'est ce qui avait été mis en place après pour servir de couvert pour les manchots. Le problème, c'est que c'était ouvert aux deux bouts, mais bon, au moins, c'était mieux que juste rester sous le soleil. Ensuite, il y a eu des nids qui ont été construits alors en fiberglass, je perds mes noms français, c'est terrible. Je sais pas, j'ai le mot carboglace qui me vient en tête, mais c'est pas du tout ça. C'est beau. Non, bon, bref, c'est un matériau qui est assez difficile à travailler, mais qui est très 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 résistant et qui a aussi servi à faire des nids, cette fois-ci qui avait une forme un petit peu différente, qui était fermée sur tous les côtés, qui était quand même un peu plus simple pour les oiseaux. Ok, intéressant. Et puis dernièrement, les derniers nids que moi j'avais aidé à construire en l'occurrence, c'est des nids qui ont été faits en céramique. Alors c'est une céramique un peu particulière qui est posée sur un géotextile et avec un nid qui est beaucoup plus complexe que les précédents, avec 2 couches qui permet une meilleure ventilation et qui donc été installé sur les nids à partir de 2016. Sur les îles un peu à droite et à gauche. Et donc cette étude qui est sortie récemment a comparé les succès reproducteurs des manchots africains sous ces différents nids et plein de différentes colonies de manchots africains qu'on a encore et sur lesquels on avait installé des nids. Donc c'est intéressant parce que ça permet en fait de voir à quel point ces colonies utilisent ces nids, mais aussi s'ils aident au succès reproducteur ou au contraire si le design en question c'était pas tip top. Et donc on a suivi plein de colonies différentes, donc si vous connaissez un petit peu la région, vous connaissez certainement Robben Island, Stony Point, Dyer Island, St. Croix, Bird Island. J'y vais tous les jours d'ailleurs. Il y a plein d'endroits. Ceux qui vont à Cape Town, ils connaissent certainement Boulders Beach, qui est l'endroit où on va avoir une colonie. On avait parlé de Boulders Beach, absolument, je me souviens. C'est une des colonies de manchots qui est généralement la plus visitée parce que c'est facile d'accès pour les gens qui y vont et ils prennent souvent plein de photos. Donc quand vous voyez des photos de manchots africains sur la plage, c'est généralement à cet endroit-là qu'elles ont été prises. Ah ok. Voilà, et c'est là qu'on a installé notamment les demi-buses en béton pour les nids qui ont été faits au début, donc de la sauvegarde de ces oiseaux. Alors, les résultats de l'étude, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait les résultats ils sont pas similaires dans toutes les colonies. Ok. Voilà. Et donc en fait on pourrait se dire que s'il y a un nid qui est meilleur que les autres, généralement il va être meilleur que les autres partout. C'est pas le cas. Ok. Alors en l'occurrence par exemple sur Robben Island, qui est l'endroit originellement où on a commencé à mettre en place les premiers nids qui ont aidé donc ces fameux tipis en bois. Et en fait, les nids dans lesquels on avait plus de succès reproducteur, et surtout les nids qui sont les plus utilisés, ce sont ces fameux tipis en bois. Alors qu'on sait très bien que ces tipis en bois, ils sont pas top. Ils sont vraiment pas top au niveau de la rétention d'humidité, parce que dans un nid de manchot, on a un microclimat qui va se créer, alors au niveau de la température, mais aussi au niveau de l'humidité. L'humidité va être très importante, on le sait, pour l'éclosion des œufs, pour le développement des poussins à l'intérieur des œufs, c'est particulièrement important d'avoir un certain niveau d'humidité. Et donc ces tipis en bois, ils maintenaient pas ce niveau d'humidité à l'intérieur. Hein. Ça s'échappait de tous les côtés, ça c'est clair. Et surtout le gros problème, c'est qu'il y a un niveau de parasites très très important qui se développe sur ces tipis en bois parce que c'est une base idéale pour plein de bestioles sympathiques pour grandir. Et les poussins qui sont dans ces tipis sont généralement infestés, ce qui est pas top quand même. Malgré tout, c'est ce type de nid qui a été utilisé le plus sur Robben Island. À côté de ça, sur d'autres colonies, c'est généralement les nids qui sont en céramique, qui sont les derniers arrivés, qui sont les plus utilisés parce que c'est ceux qui justement maintiennent ce microclimat le plus facilement.
Ça permet une meilleure incubation certainement pour l'oiseau, et puis ça protège le petit, et puis ça permet aussi aux parents de bien protéger le nid plus facilement parce qu'il n'y a qu'une seule entrée, et du coup ils peuvent se mettre dans leur position favorite avec le bec qui fait front vers l'extérieur, et puis le reste du corps bien protégé par le nid. Voilà. Et ça, c'est pour ça que c'est souvent ces nids-là qui vont être préférés par les manchots sud-africains après. La raison pour laquelle, en fait, enfin, du moins, ils essaient d'expliquer que les raisons pour lesquelles les manchots préfèrent certaines fois des nids différents sur des colonies différentes, c'est possiblement une histoire d'ancienneté, parce que, en fait, ces oiseaux qui ont d'abord été habitués à des nids comme ces tipis en bois, c'est là-dedans qu'ils ont certainement été élevés, c'est là-dedans que eux-mêmes ont grandi, et c'est certainement ça maintenant qu'ils recherchent comme modèle de nid en fait. Okay. Voilà. Donc peut-être qu'il y a juste une histoire d'habitude derrière. C'est comme ça qu'on a fait dernièrement, c'est là-dedans que j'ai été élevé, c'est certainement ça que je vais utiliser du coup. Voilà. Donc ils avancent l'hypothèse, et moi je pense aussi que c'est pas une bête hypothèse de penser ça, c'est que oui, si l'animal a l'habitude de quelque chose, il va certainement aller rechercher ce quelque chose. C'est logique, en un sens. À côté de ça, c'est pas forcément on sait, d'après les tests qu'on avait fait, c'est pas forcément les nids qui sont les plus intéressants au niveau des conditions climatiques à l'intérieur, et puis au niveau de la survie des poussins derrière. Mais comme c'est les nids qui sont les plus utilisés sur ces colonies-là, du coup, ça veut dire qu'en fait, en statistique, on a plus de poussins qui sont élevés là-dedans que d'autres. Donc évidemment, on aura certainement plus de petits qui sortiront de là. Donc voilà, donc c'est une étude qui est somme toute intéressante, mais c'est aussi une étude qui met en lumière le fait que, en fonction des actions de conservation qui ont été faites précédemment sur vos îles, en l'occurrence pour les manchots, ou que ce soit dans le monde, n'importe où, dans quelle colonie d'oiseaux, vous allez avoir un effet, en fait, historiquement parlant, de ce qui a été fait précédemment. Il y aura un effet. Quoi que vous ayez fait, il y aura un effet sur cette population d'oiseaux, et il faut en tenir compte dans vos recherches futures et dans ce que vous allez faire ensuite. Et surtout, il faut en tenir compte dans ce que vous faites aujourd'hui, pour que l'effet que vous allez appliquer sur cette population d'oiseaux ne soit pas un effet délétère. Donc l'étude en elle-même n'est pas super intéressante au niveau de savoir quel est le nid qui est le plus intéressant au niveau de la survie de l'animal ou quoi. Ça, on le sait déjà depuis longtemps, les études ont été faites en 2016 déjà, quand on a commencé à créer le dernier nid en céramique. Mais elle est très intéressante du point de vue de l'historicité en fait de tous ces éléments, ces événements de conservation qui ont été faits sur les îles. C'est-à-dire que maintenant on sait qu'il y a un impact. Et il n'y a pas qu'un petit impact, il y a un impact très fort sur ces colonies d'oiseaux en fonction des actions de conservation que vous faites. Donc voilà, si vous faites partie d'un programme de conservation, si vous avez ce genre de choses qui se passent près de chez vous, si vous mettez des nichoirs pour les oiseaux ou n'importe, sachez que ça aura effectivement un impact sur les populations d'oiseaux que vous avez autour de vous. Et pour ça, je vais rebondir sur une étude qui était sortie, je crois, l'année dernière. J'en ai d'ailleurs parlé en cours il y a quelques jours de cela, sur la mésange nonnette. Donc la mésange nonnette au Royaume-Uni, voilà, l'objectif c'était justement de voir comment se comportait la mésange nonnette dans son environnement. Et l'une des conclusions de l'étude, c'était que l'installation de nichoirs à mésanges, charbonnières ou bleues, avait défavorisé la mésange nonnette. Et la conclusion de l'étude, c'était grosso modo, si vous voulez que la mésange nonnette puisse davantage se reproduire dans l'environnement dans lequel elle est, c'était ne mettez pas de nichoir. Et on peut dire, ça paraît complètement fou de se dire ça. Ouais. Et comme le dit Sophie, effectivement, ajouter un nichoir va privilégier certaines espèces au détriment d'autres. Exactement. Et bon, après, il y a aussi des différences. Alors là, les différentes colonies de manchots n'ont pas forcément non plus les mêmes... le même environnement, parce qu'il y en a qui sont par exemple sur des îles. On a parlé tout à l'heure de Boulders Beach, qui est effectivement une plage. C'est pas du tout une île au large, c'est une plage directement à côté d'une ville, en l'occurrence de Cape Town, c'est pas une petite ville. Et donc ça a aussi des répercussions sur le type de nid qui va être préféré par les manchots, et à quel endroit ils vont se mettre plus pour nidifier. Enfin bref, il y a plein de paramètres à prendre en compte aussi dans ce genre de choses, et cette étude essaie de les mettre en lumière du mieux qu'elle peut. Alors elle a évidemment c'est pas parfait, il y a aussi des critiques qu'on pourrait lui faire, mais en l'occurrence, c'est intéressant de voir cette discussion sur
quels nids sont les mieux pour quel type d'environnement et quel est l'effet donc des précédentes actions de conservation sur les nids qui sont préférés par ces animaux-là. Voilà. Et moi j'ai une question, Sophie, parce que tu parlais justement de changement de nid au fur et à mesure du temps. Installation de nids en céramique en 2016, on est en 2024, bientôt 2025. Est-ce que vous avez prévu de changer ces nids? Est-ce que vous avez trouvé de nouvelles façons pour permettre aux manchots du Cap de mieux nidifier? Alors non, parce que c'est les nids qui finalement ont été les plus intéressants et qui ont vraiment, je dirais pas que c'est le top du top, mais c'est les nids qui ont réussi à avoir une température et une humidité qui sont les plus approchants d'un nid de manchot naturel. On a mis des sondes, il y a quelques nids de manchots naturels qui restent encore sur les îles, ils sont pas nombreux malheureusement, mais il y en a quelques-uns. On avait mis des sondes dedans pour essayer d'avoir des idées sur quelle température fallait atteindre, quelle humidité fallait atteindre aussi. Et c'est ce type de nid-là qui a réussi vraiment à reproduire ces conditions à l'intérieur du nid au mieux. Donc pour l'instant, on n'a pas trop l'intention de le changer. Il y a eu des améliorations qui ont été faites au fil des ans, cela dit, petit à petit. Alors c'est des petits trucs de design, c'est pas grand-chose, mais ça suffit pour faire quelques petites différences. Pimpe les nids, incroyable. Mais ouais, complètement, avec des néons, des spoilers à l'arrière. On a mis des alarmes dessus pour éviter qu'il y ait du cormoran qui se pose dessus, tu vois, par exemple. Non, je rigole. Zut, je me suis fait avoir bêtement. Mais en même temps, dans ma tête, je me suis dit, mais s'il y a des alarmes, ça va pas gêner les manchots. Non, mais bon, voilà, en tout cas, ils ont été améliorés. Il y a par exemple une couche de... alors, c'est en céramique, et c'est notamment du matériau renouvelable pour la plupart. Mais par-dessus, on a été obligé de mettre aussi une couche de protection, c'est pas exactement un vernis, mais c'est un truc similaire qui permet de faire en sorte que le nid dure un peu plus longtemps. Sinon, au bout d'un moment, ça finit par être abîmé par les éléments, et puis voilà, ça repart au sol. Mais il y a eu des petits trucs comme ça qui ont été faits, je crois que ça a été en 2018 par exemple. Donc au fur et à mesure, ça a évolué un petit peu, mais le design est resté plus ou moins le même. Et franchement, c'est ce qui fonctionne le mieux. Bah, génial. Donc pour l'instant, il n'y a pas de prévision de changement ou quoi. On va rester là-dessus. D'un nid artificiel à l'autre. Ouais. Puisque moi je vais parler du Gigis blanc. Ça s'écrit G-Y-G-I-S. Voilà. Et je pense que ça se prononce Gigis ou Gigis, je ne sais pas. Bref, en tout cas, un oiseau très intéressant qui vit dans l'hémisphère sud, dans les Maldives, dans les Mascareignes, en Polynésie, en Mélanésie. Vous le trouvez un peu partout finalement dans l'hémisphère sud, dans toutes les mers de l'hémisphère sud. Jusqu'au sud du Japon, donc il remonte quand même un petit peu dans l'hémisphère nord de temps en temps. C'est un oiseau qui fait entre 23 et 33 cm. Il est tout blanc, d'où d'ailleurs son appellation en anglais de white tern, à l'exception du bec qui est noir, un peu bleuté. Voilà, très très bel oiseau que vous avez peut-être l'occasion de voir si vous habitez peut-être quelques îles polynésiennes, voire quelques îles dans l'océan Indien. Et cet oiseau a une particularité formidable. Il ne fait pas de nid. Voilà, c'est un oiseau qui ne crée pas de nid. Alors quand on dit pas de nid, c'est pas faire comme le pigeon, c'est-à-dire poser 3 branches et dire qu'on a construit un nid. C'est vraiment, il ne s'occupe pas du tout de faire un nid. À ton avis, pourquoi, Sophie? Ce sont 2 hypothèses qui sont plutôt anciennes, mais qui n'ont pas forcément été remises en cause. Donc... à ton avis, à quoi ce serait dû? Je sais pas, il y a un comportement de coucou? Non, pas du tout. Non, c'est un oiseau qui élève son propre œuf.
On verra d'ici quelques instants ce qu'il advient de ce pauvre œuf. Mais non, ce n'est pas un comportement c'est pas un comportement de parasitisme. Bah, peut-être que parce qu'en fait, il y a pas besoin de construire de nid. C'est-à-dire qu'ils sont dans des endroits suffisamment reculés pour qu'il n'y ait pas de prédateurs ou de problèmes. Donc ils peuvent juste poser leur œuf n'importe où et ça. Alors visiblement, cet oiseau est quand même très sujet à la prédation. Ah ouais. Et du coup, les chercheurs ont avancé 2 hypothèses. La première, et tu l'avancais d'ailleurs dans la première partie de l'émission, c'est le parasitisme des œufs et du nid en question, qui pourrait avoir lieu à l'endroit où le gigis niche. Et l'une des autres raisons qui est avancée, c'est que la grande majorité de ces oiseaux nichent sur des flancs volcaniques ou des anciennes constructions coralliennes. Et ce qui fait que ces oiseaux ne parviennent pas à trouver le matériel pour leur nid. Ah, c'est pas en tout cas une des hypothèses qui a été avancée. Alors du coup, pas de nid, mais recherche minutieuse du site de nidification. Les 2 membres du couple y participent de manière égale, et les couples testent différents sites potentiels de nidification. Alors comment ils font ? Ils se déplacent d'avant en arrière sur le site, ils courent un petit peu, ils agitent la queue, voilà, pour savoir si c'est un petit peu stable. Et il faut savoir que cette recherche peut prendre plusieurs semaines avant que le site soit trouvé. Parce que le site qui est trouvé, la qualité du site. Ouais. Alors, grosso modo, l'œuf est pondu sur une branche. Ou sur des corniches coralliennes. Dans les Mariannes, on a même des oiseaux qui nichent dans des grottes marines. J'aurais bien voulu voir ça, pour être honnête. Ouais. Et on a aussi des oiseaux qui nichent dans des nids abandonnés. Et ce qui, du coup, discrédite un petit peu la première théorie concernant le parasitisme. Mais il semblerait que ce soit quand même un comportement très très rare, donc peut-être dû au fait que l'oiseau ne trouve pas meilleur endroit et utilise un nid déjà utilisé en dernier recours, c'est possible aussi. Et les nids qui sont utilisés, c'est par exemple celui du nodie noir, qui ressemble, qui est l'inverse en couleur du gigis blanc, mais qui ressemble un petit peu au rouge-queue à front blanc parce qu'il a une espèce de tache au-dessus de la tête, sur le front. Voilà. Si vous voulez savoir un petit peu à quoi il ressemble. Alors justement, il y a des chercheurs qui se sont posés des questions. Parce que l'espèce est un petit peu en voie de disparition et ils se sont posé la question de savoir si on pouvait utiliser des nids artificiels pour ces oiseaux. Alors des nids artificiels qui correspondent généralement à des branches qui sont installées ou à des petites plateformes qui sont surélevées au-dessus effectivement des branches. Et c'est une étude de 2016 qui a été réalisée par Lorinda Hart et son équipe, et qui est en réalité une étude qui répond un petit peu à une étude qui avait été réalisée par Malan et son équipe en 2009, qui portait exactement sur les mêmes informations. Alors en réalité, Malan avait été un petit peu plus loin parce que ils décrivent dans l'étude, par exemple, le taux de mortalité des oisillons lors de leur premier jour, le fait justement qu'on ait des problèmes avec l'œuf parce que l'œuf peut parfois rouler, peut parfois tomber, peut parfois être prédaté. Donc voilà, ça relatait un petit peu plus d'informations que cela. Sauf que leur protocole, il était un peu identique, c'était de mesurer, de monitorer, donc de regarder, d'observer des lieux de nidification réels et d'installer aussi des nids artificiels. Donc, dans l'étude de 2009, ils ont installé un total de 34 nids artificiels pour un total de 100 nids qui ont été observés en conditions réelles. Dans l'étude qui nous intéresse, celle de 2016, on est à 113 nids observés pour 20 nids artificiels utilisés. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont par la suite mesuré le succès de la reproduction de ces 2 oiseaux. Aussi bien donc dans l'étude de 2009 et de 2016. Et Sophie, tu ne vas pas le croire, mais les résultats étaient opposés. Donc grosso modo, dans l'étude de 2009, il y avait un pourcentage qui était de 40% de succès reproducteur en conditions, on va dire, naturelles pour le gigis. Et on était aux alentours de 38% de succès de reproduction par rapport dans les nids artificiels. Donc, pas des chiffres hyper significatifs en fait. Donc on était sur la même chose, quoi. En fait. Voilà, c'est ça, on était sur la même chose.
Et bam, 2016, nouvelle étude. Là, on assiste donc en naturel à 32% de succès reproducteur sur des plateformes qui n'ont pas été modifiées et 60% de succès reproducteur sur des nids artificiels qui ont été utilisés. C'est les mêmes nids Alors, c'est pas les mêmes nids. Par contre, y a un point qui est assez intéressant, c'est que c'est la même île qui a été observée, à savoir l'île cousine qui est aux Seychelles. Alors, du coup, les chercheurs se sont posés quand même quelques questions, de savoir comment on pouvait avoir une différence aussi importante entre les deux résultats. Eh bien, il y a 3 hypothèses qui sont formulées. Le premier, c'est que la prédation a été nettement sous-cotée dans l'étude de 2009 par rapport à l'étude de 2016. Voilà. C'était quelque chose qui avait été assez peu mis en avant par cette étude de 2009 et il semblerait que dans l'étude de 2016 il y a eu beaucoup plus justement d'observations à ce niveau-là. La deuxième chose, c'est que l'étude a été réalisée en 2009 par Malan et ses collaborateurs et collaboratrices. Il faut savoir qu'à cette époque, on est au tout début d'un programme de conservation qui a démarré en 2005 pour justement faire en sorte que les effectifs de l'île cousine remontent parce qu'ils étaient effectivement dans une grosse chute à ce moment-là. Et on a un nombre plus important du coup de couples reproducteurs qui ont été observés en 2016. Voilà, donc c'est aussi une des choses qui a été observée. Et la troisième chose que j'essaye de retrouver dans mes petites informations, c'est que certains lieux où nidifient les gigis sont extrêmement importants parce qu'ils garantissent un succès reproducteur très élevé. C'était un arbre dont je n'ai pas noté, je crois, le nom dans mes notes. Si je l'ai, le Morinda citrifolia, où le succès à l'envol, le succès à l'envol était de 75%. Donc c'est un chiffre très significatif et il se pourrait effectivement qu'il y ait eu beaucoup plus de gigis qui se soient appropriés cet endroit, cet arbre, et donc on ait eu un succès de reproduction beaucoup plus important. Voilà. Effectivement. Alors ça c'est intéressant, je voulais un petit peu creuser sur le gigis parce que c'est un oiseau que j'apprécie beaucoup, notamment pour le fait qu'il n'est pas capable de faire des nids, mais lui au moins il ne trouve pas, il ne fait pas semblant de ne pas faire, voilà. Ça rejoint une autre étude que je voulais commenter au tout départ, qui était une augmentation du rythme cardiaque des oiseaux qui étaient en incubation. Donc c'est une petite étude qui est connexe, qui est sortie pour le coup en 2024. C'est au départ cette étude sur laquelle je devais un petit peu plus baser mon argumentaire, mais je me suis dit que ce serait un petit peu plus sympathique de vous parler de la nidification de notre cher ami le gigis. Et ils ont observé, alors quelle surprise, qu'il y avait une augmentation du rythme cardiaque lorsque les oiseaux étaient approchés par différentes personnes. Oui. Logique. Là, tout voilà. Que le stress thermique était aussi responsable de l'augmentation de ce rythme cardiaque. Alors comment ils ont mesuré le rythme cardiaque ? Ils ont utilisé un microphone piézoélectrique qui était placé sous l'œuf et relié à un enregistreur. Comme l'oiseau couve justement l'œuf, on peut avoir justement les battements de cœur de l'oiseau qui sont enregistrés. Et un truc assez intéressant aussi, les gigis blancs, voilà, sont des oiseaux qui ont un rythme cardiaque plus élevé la nuit que le jour. Et ça rejoint une observation qui avait été réalisée parce que c'est un oiseau qu'on a encore un peu de mal à connaître, le gigis, où justement on a un oiseau qui quitte l'endroit où il est en train de nidifier entre guillemets la nuit pour éviter justement la prédation, mais aussi parce qu'il a besoin de se nourrir, et ça c'est quelque chose de très important. D'accord. Donc voilà un petit peu pour le gigis, petite étude croisée qui j'espère vous a fait découvrir cet oiseau assez intéressant. Oui, c'est pas commun ça. D'accord, mais alors bon après j'ai
peut-être une petite question, mais j'avoue que j'ai un peu de mal à voir comment est-ce qu'ils peuvent poser un œuf sur une branche. Est-ce que ça tombe pas? Alors, en fait, il y a une... à l'intersection? Soit c'est des plateformes qui sont plates, soit il y a des petits trous, en fait, dans les branches, qui permettent justement de placer l'œuf. Mais voilà, après, ça dépend de la plateforme qui est utilisée. Mais voilà, il y a quelques vidéos, quelques photos que vous verrez sur Internet, justement. Et puis le petit aussi a quelques adaptations. Il a d'assez grandes griffes, on peut le voir quand même, lorsque le petit est sur sa branche, qui lui permettent justement d'agripper plus facilement la branche et éviter de tomber, parce que voilà, c'est quelque chose qui arrive assez régulièrement. On est des jeunes oisillons qui malheureusement finissent par tomber de leur plateforme ou se fassent manger par diverses prédateurs. Il semblerait aussi que la saison de reproduction soit importante, puisque visiblement les gigis... alors, je sais pas s'ils nichent toute l'année, mais en tout cas, ils nichent à plusieurs périodes de la saison, bien qu'il y ait un succès reproducteur qui soit plus important lors de cette période, lors de la période saisonnière qui suit, puisque on a une mousson qui arrive. On a donc une mousson sud-ouest, une mousson nord-ouest qui concerne certaines zones, et il s'avère que lors de certaines de ces moussons, eh bien, on a un succès reproducteur qui est plus intéressant qu'à d'autres périodes de la saison. Voilà. Bien que Malan, encore une fois, et ses équipes, donc l'étude de 2009, n'avaient pas trouvé de différence significative entre les deux périodes de mousson. Donc, encore une fois, quelque chose qui est assez paradoxal par rapport à l'étude de 2016. Ouais, ça, après, comme tu l'as dit, si jamais il y a un programme de conservation qui a été mis en place juste avant cette période-là, s'il n'avait pas suffisamment de couples d'oiseaux pour arriver à faire des statistiques dessus, c'est possible que ça a été un petit peu... Parce que je sais pas sur combien de couples ils ont fait leurs statistiques. Alors, 2005, on était à 500 individus. Ah, l'étude a été faite en 2009, donc je n'ai pas les chiffres. Et je crois qu'on était à 2500 ou 3000 individus. Mais l'étude a été faite sur combien d'individus, tu sais? Du coup, comme on est sur 113 nids observés plus 20 artificiels, elle a été faite sur 133 individus, 133 couples du coup. D'accord. Et sur la dernière étude, du coup? Sur la dernière, donc ça c'est l'étude de 2016 du coup pour les 113 nids observés et les 20 installés. Et pour la précédente étude, on était sur 100 nids observés dans la nature et 34 nids artificiels. Ah d'accord, oui, donc les chiffres étaient quand même assez similaires finalement. Très très proches, très très proches. D'accord. Eh ben, un oiseau très intéressant, merci. De rien. Et puis, c'est sur cet oiseau que nous allons nous quitter. Merci beaucoup, Sophie, pour ce nouvel épisode. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Oh non, je pense qu'on est bon, merci à toi. Et vous retrouvez bien évidemment le Courrier de la Sterne sur toutes les plateformes de streaming, tous les flux de podcasts, vous nous retrouvez sur YouTube. Vous nous retrouvez aussi sur Twitter, on est assez actifs sur Twitter, on vous partage quelques petits insights du monde merveilleux des oiseaux et peut-être sur d'autres plateformes, il y a quelques autres petits trucs qui se profilent. Peut-être pas avec le Courrier de la Sterne, mais en tout cas avec quelque chose d'un peu plus personnel de mon côté. Voilà, j'espère pouvoir sortir ça très très vite. D'ici là, portez-vous bien. Vous avez la section commentaires si jamais vous avez des questions concernant l'épisode du jour. Et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Courrier de la Sterne. Salut à tous, salut à toutes. À plus.